Et bonjour des communistes révolutionnaires de La Réunion. L'an dernier, ici même, ce forum était intitulé « La Réunion Mayotte, le nationalisme poison mortel au service du capitalisme ». Eh bien, c'est toujours de cela dont il est question. Ma camarade présentera la situation à Mayotte. Je vais commencer par quelques échos de la situation à La Réunion, qui, à 1500 km de Mayotte, est impactée par la crise de Mayotte. À La Réunion, la crise du capitalisme frappe les travailleurs de façon encore plus prononcée que dans l'Hexagone. Et l'État français, au service des capitalistes de la métropole et de La Réunion, organise l'offensive pour expliquer aux travailleurs comment se passer de l'essentiel, comment réduire leur consommation, comment faire avec moins de salaire, moins d'allocations, moins d'emplois. C'est ce que je disais l'an dernier, eh bien c'est pareil cette année, avec en plus le passage du cyclone Bélal, la flambée des prix des légumes indispensables au régime alimentaire des créoles, comme les tomates qui ont atteint les 12 € le kilo, ou les oignons, qui viennent d'ailleurs de l'extérieur, de Madagascar, de Chine, etc., à 10 € ce mois-ci. Le manque de 40 000 logements fait bondir les loyers. Ceux qui sont construits sont souvent de mauvaise qualité. Il y a des fissures, il y a des fuites d'eau. Ils ont besoin de réparations urgentes, quelques années seulement après leur livraison, voire quelques mois. Le réseau de transport en commun est tellement insuffisant que la plupart des travailleurs sont obligés de s'endetter pour l'achat d'une voiture dont le coût est en moyenne 30% plus cher qu'ici. L'eau, produit vital, est distribuée par des opérateurs privés, Renéo, l'Assise, filiales respectivement de Veolia et du groupe SOR. La crise de l'eau n'a pas la même gravité à Mayotte, pour des raisons que ma camarade expliquera. Néanmoins, à La Réunion, l'eau est loin d'être en permanence buvable. Il est fréquent qu'il soit tellement turbide, brouillée à la suite de fortes précipitations, qu'elle n'est pas consommable pendant plusieurs jours dans les villes comme de l'Est, comme Saint-Benoît ou Saint-André. Son prix augmente régulièrement et la partie assainissement constitue aujourd'hui plus de 60% du montant des factures. Alors dans les entreprises, face à la hausse des prix et aux attaques conjuguées des patrons et du gouvernement, les travailleurs ne sont pas restés sans réagir. Ces derniers 12 mois, des grèves ont éclaté dans plusieurs entreprises comme à la Chambre d'agriculture contre les suppressions d'emplois et la masse salariale, à Rennes des coupes pour le SMIC à 2000 € net et la sécurité au travail, chez De Richebourg contre l'insécurité au travail et contre les sanctions financières pour avoir exercé leur droit de retrait, à Mahamayenko, c'est-à-dire des crèches, contre des menaces de licenciement, etc. Dans certaines entreprises, et non des moindres, les travailleurs se sont retrouvés menacés par leur direction de perdre leurs emplois ou de baisse de salaire. C'est le cas d'un des deux journaux de La Réunion, Le Quotidien, qui a cumulé des millions de déficits malgré les aides de l'État et de la région et vient d'être repris par un capitaliste métropolitain et des capitalistes réunionnais. Résultat, 22 salariés licenciés sur 49. Les partis politiques à La Réunion, tous les politiciens de droite et de gauche, s'illustrent dans une ridicule surenchère patriotique censée être la meilleure défense de l'emploi et des salaires en nous mettant à la remorque des capitalistes pays. La présidente de la région, Huguette Bello, une ex du PCR, qui a créé son propre parti, le PNR pour La Réunion, ainsi que les 6 députés de gauche LFI-PS sur 7 qu'il y a dans l'île, défendent avant tout le patronat réunionnais. Ils l'ont défendu bien avant leur retour aux affaires, quand ils étaient dans l'opposition à la droite, alors majoritaire. Ils se sont toujours fait les porte-parole des exigences du patronat des DOM en matière d'exonération de cotisations patronales et autres baisses d'impôts sur les sociétés ultramarines, victimes de leur insularité et justifiant ces aides de l'État au nom aussi de spécificités réunionnaises. En fait, la géographie
n'est qu'un prétexte dont usent et abusent tous les faiseurs d'illusions. Plus l'accent est mis sur l'éloignement géographique, plus la politique qu'il préconise vise à effacer les distances de classe entre capitalistes et travailleurs. Huguette Bello appelle cela le patriotisme économique réunionnais. Autrement dit, l'union sacrée économique. Les travailleurs de la Réunion connaissent eux aussi ces fameuses spécificités. Mais pour eux, elles s'appellent plus vie chère, bas salaire, mépris patronal, non-extension des conventions collectives appliquées dans l'Hexagone et chômage endémique, en particulier des jeunes. Alors que le patronat réunionnais s'assoit en permanence sur les lois sociales, détourne l'argent des entreprises à son profit, gauche et droite, ainsi que l'État se rejoignent pour les arroser de millions d'euros de fonds publics quand leurs entreprises se retrouvent en difficulté financière. Total est en première ligne dans l'exploitation des gisements. Les exemples sont multiples. Il y a eu l'exemple sur le pouvoir de la droite au Conseil régional. Le concessionnaire auto et patron de la grande distribution, François Caillé, qui, après avoir accumulé les dettes sociales, s'est vu crédité de plusieurs millions d'aides publiques et l'effacement de ces dettes sociales. Un autre, à Pavou, bien connu pour l'exploitation féroce de ses travailleurs, ayant les mêmes pratiques frauduleuses, s'est sorti d'affaires grâce à l'aide de l'État et des banques. Et bien sous la gauche, la même politique continue. Le Conseil régional a permis ainsi l'an dernier au capitaliste Delphi, patron de Clinique Future, donc un des plus gros groupes cliniques privées à La Réunion, de mettre la main sur la compagnie aérienne Air Austral pour une bouchée de pain avec l'apport de dizaines de millions du Conseil régional. Résultat, aujourd'hui, cette compagnie déclare être à nouveau dans le rouge et présente la note à payer aux travailleurs en dépit du redécollage du trafic aérien des passagers. Le Conseil régional de La Réunion remet 5,5 millions d'euros au pot. Les actionnaires privés, les capitalistes réunionnais, seulement 4,5 millions avec pour contrepartie la baisse des salaires de 10% pendant 3 ans et la suppression du 13e mois pour les travailleurs. Autre exemple de la politique anti-ouvrière, à la SPL estivale qui dessert en bus la population des villes de l'Est de La Réunion. L'ancien directeur a été démissionné après avoir creusé un déficit de 3 millions d'euros en 2 ans. Son successeur, aidé par les maires et les responsables syndicaux, ont convenu de faire payer la note aux travailleurs. Malgré leur mobilisation et la grève pendant plusieurs semaines, ils se sont vus imposer une baisse de leur salaire de 50 à 400 euros mensuels, sous peine d'être licenciés s'ils n'acceptaient pas. C'est ainsi, les politiciens qui veulent gérer les affaires de la bourgeoisie, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont forcément les complices de ces exploiteurs patronaux dans les attaques contre les travailleurs. Bon, un mot sur l'impérialisme français dans l'océan Indien. Avec tous ces territoires d'outre-mer, la France est la deuxième puissance maritime mondiale derrière les États-Unis. Dans l'océan Indien, après avoir perdu Madagascar et les Comores, elle ne dispose plus comme point d'appui permanent de la région, de la Réunion, de Mayotte, revendiquée par les Comores, et les îles éparses, revendiquées par Madagascar. Elle y entretient des bases militaires destinées à défendre des intérêts des capitalistes français dans cette région du monde, mais aussi l'ordre impérialiste en général. Le canal du Mozambique, où se situe Mayotte, est un point stratégique tant du point de vue du commerce international que de celui des ressources gazières et pétrolières. Total est en première ligne dans l'exploitation des gisements et la prospection par de nouveaux forages sur les énormes réserves estimées à plus de 500 milliards de mètres cubes de gaz et entre 6 milliards et 12 milliards de barils de pétrole. C'est un magot sur lequel l'État français veille avec tous les moyens technologiques, militaires et autres. Un magot qui aiguise bien des appétits, nous dit-on, en Chine et en Russie notamment.
Dans le cadre de toutes les rivalités entre trusts internationaux et États rivaux, les mobilisations militaires que la France organise tous les 2 ans avec les forces armées des États de la région, Madagascar, Maurice, Comores, Seychelles, dans le cadre de la COI, Commission de l'océan Indien, contribuent à bien marquer ce qu'elle considère comme son territoire exclusif. Ainsi, le mois dernier, du 7 au 12 avril, l'opération Papang 2024, terre, air, mer, a mobilisé 1 millier de militaires, dont des Français stationnés à Mayotte et à La Réunion. C'est une mise en scène en parfaite harmonie avec le contexte guerrier actuel. Alors pour en revenir à La Réunion, l'ordre républicain ou l'ordre tout court, ces mots reviennent dans la bouche du ministre de l'Intérieur Darmanin comme celle d'élus, de responsables de collectifs de Mayotte et de La Réunion. Si les opérations Wambushu 1 et Wambushu 2 de Darmanin ont suscité peu de réactions parmi la population réunionnaise, y compris chez les Mahorais et les Comoriens de l'île, en revanche, les élus locaux réunionnais ont pris prétexte de plusieurs épisodes de violence pour déverser leur bile sur les jeunes originaires de Mayotte. Après les violences qui ont eu lieu dans les quartiers de Bras-Fusil à Saint-Benoît dans la nuit du 23 et 24 mars, entre des jeunes de bandes rivales et les dégradations qu'ils ont causées, le maire de Saint-Benoît, Patrice Célie, a demandé à sanctionner sévèrement les voyous, en l'occurrence les Mahorais, qui menacent, dit-il, le vivre ensemble réunionnais. Ce n'est pas la première fois que Célie, le macroniste, pointe du doigt les Mahorais en parlant de problèmes d'intégration de la communauté mahoraise. Célie va jusqu'à demander les modifications des textes législatifs et réglementaires pour pouvoir mettre en œuvre les dispositifs de reconduite à Mayotte, des contrôles plus fréquents dans les logements, voire la suppression d'allocations familiales, et comme lors de précédentes violences dans les quartiers de Bras-Fusil, le maire a demandé l'intervention des forces de la gendarmerie. Alors les suppliques sécuritaires de Célie et les autres maires de l'île ont été entendus par le préfet qui a lancé une opération d'envergure des forces policières et de gendarmerie dans les villes le week-end de Pâques, opération baptisée là encore Place Nette. Sur ce plan, le discours de Célie n'est pas éloigné de celui des partisans du RN ou ceux d'Éric Zemmour qui sont des ennemis des travailleurs. De son côté, le député LFI Jean-Hugues Ratenon jette de l'huile sur le feu en parlant de situation anxiogène et de climat de peur. Il réclame une union sacrée pour que l'on empêche tous ensemble la Réunion de prendre la voie de l'extrême violence que subit la population de Mayotte. On voit bien que de tels propos pourraient enflammer la division des classes populaires. On n'en est pas tout à fait là aujourd'hui. Les solidarités entre les travailleurs de différentes origines se manifestent aussi bien dans les quartiers que dans les champs, même si, bien sûr, tous dénoncent les méfaits des jeunes. Mais jusqu'à quand? Si élus et autorités qui prétendent lutter contre les violences ne s'insurgent pas contre les maltraitances que sont le décrochage scolaire et l'illettrisme causé par les classes surchargées, le manque d'enseignants, le manque de moyens financiers des parents, etc. Jusqu'à quand, s'ils ne montent pas au créneau pour dénoncer cette forme de violence qui ne cesse de croître dans la société que sont la précarité et le chômage? Qui va s'en prendre à la délinquance patronale et gouvernementale qui jette à la rue des jeunes et moins jeunes par milliers à La Réunion? En tout cas, pas les élus tels que Célie, le macroniste, et même Ratenon, l'insoumis, qui ne le font pas, car pour cela, il faudrait non seulement lutter contre Macron, mais pour le renversement du système d'exploitation capitaliste. Seuls les travailleurs conscients et en colère pourront ouvrir la voie à cette perspective. Ils pourront faire, en se regroupant dans le Parti révolutionnaire et internationaliste, à construire avec le drapeau rouge du communisme. Voilà. Et maintenant, je passe sur la situation à Mayotte, donc je passe le micro à ma camarade, et ensuite vous pouvez faire vos remarques, poser vos questions, vos interventions. Merci. Alors, à La Réunion, ce sont les Mahorais qui sont pointés du doigt, comme mon camarade l'a rappelé,
et transformés en boucs émissaires responsables de tous les problèmes. Mais à Mayotte, ce sont les Comoriens qui viennent des autres îles de l'archipel et plus récemment les réfugiés africains qui sont ainsi stigmatisés. À Mayotte, les groupes aux idées xénophobes sont passés de la parole aux actes. Mayotte nous montre comment peuvent se renforcer des milices d'extrême droite prêtes à imposer leurs lois. Elle sert aussi de terrain d'entraînement et de laboratoire pour mettre en œuvre des politiques xénophobes, modifier les lois, donner du pouvoir à la fraction la plus réactionnaire de l'appareil d'État. En outre, le délitement des quartiers populaires, avec la montée de violence qu'il implique, peut préfigurer l'avenir promis à beaucoup d'entre nous, à La Réunion, aux Antilles et dans bien des quartiers de France, dans le contexte actuel d'aggravation de la crise du capitalisme. Alors à Mayotte, l'année a démarré avec 5 semaines de mobilisation anti-immigrés. Regroupés sous le nom de Forces Vives, 1 à 2 milliers de militants ont pris le prétexte d'un campement de réfugiés au stade de Cavani pour bloquer l'île en érigeant des barrages sur les routes. Ils réclamaient l'expulsion des réfugiés, arrivés récemment d'Afrique de l'Est, qui fuyaient la guerre qui ravage la République démocratique du Congo, ou encore la famine et la misère qui sévissent en Somalie. Transformés en milices, ils contrôlaient les papiers, l'entrée des HLM, l'accès à la barge entre Petite Terre et Grande Terre, et même les ambulances. Sous l'œil bienveillant de la police, ils ont fait régner leur ordre, s'en prenant à tous ceux qui ne respectaient pas le mot d'ordre d'île morte, les lycées encore ouverts ou les travailleurs tentant d'aller au boulot. Parmi les immigrés comoriens ou africains, la peur régnait. Maintenant, à la peur des policiers s'ajoutait celle des collectifs. Et parmi les travailleurs qui ont des papiers français, ceux qui ne partageaient pas ces idées n'osaient pas non plus se faire entendre. Les porte-paroles des forces vives sont des membres de la petite bourgeoisie déçus par l'État français. Ils sont cadres dans les collectivités, chefs traditionnels, entrepreneurs et même syndicalistes, mais j'y reviendrai. La plupart viennent des collectifs nés lors de mobilisations précédentes, déjà sur la base d'idées xénophobes. Ces collectifs se sont illustrés depuis quelques années par des décasages, jetant des familles entières à la rue, mais aussi en bloquant l'accès à des services de santé ou à la préfecture, pour empêcher les étrangers de se soigner ou d'essayer de faire leurs papiers. Une de leurs dirigeantes n'est autre qu'Estelle Youssoufa, devenue depuis 2022 députée, et connue pour ses sorties sur, je cite, « les barbares en culottes courtes », à propos des jeunes délinquants qui sont dans sa bouche toujours des immigrés. Les collectifs font des étrangers les boucs émissaires de tous les problèmes de l'île, et ils se sentent d'autant plus légitimés depuis l'opération Wambouchoun menée par l'État en avril et mai 2023. Ce que cette petite minorité de privilégiés réclamait depuis des années a été mis en œuvre. Destruction de 700 cases de bidonvilles, chasse aux pauvres avec plus de 1800 gendarmes et policiers envoyés en renfort. Et renforcés par cette opération, ces collectifs réclamaient encore plus de répression lors de la mobilisation de cet hiver. Et ils l'ont en partie obtenu. L'opération Place Nette débutée en avril rend la vie impossible à des dizaines de milliers de travailleurs. Et toujours plus de migrants risquent de mourir en mer avec le dispositif rideau de fer maritime. C'est des drones et des bateaux de guerre qui ont coûté plus de 350 millions d'euros. Alors cette petite bourgeoisie déçue, elle a réussi à entraîner une partie des travailleurs, ceux avec des papiers français avec elle. Ceux-ci sont un peu moins mal lotis que l'immense majorité des classes populaires, car avec la nationalité, ils ont accès à des emplois dans le public, avec une rémunération supérieure aux autres travailleurs. Un enseignant, par exemple, il peut débuter à 2600 €, alors que le SMIC mahorais, il est de 1300 € brut, et que bien des travailleurs sans papier survivent, eux, avec à peine quelques centaines d'euros par mois. Sur les barrages, on a pu ainsi voir des travailleurs, et c'est bien là le problème. Parce qu'ils ont été entraînés en raison des problèmes qui ravagent l'île, mais surtout en raison de l'absence de toute autre politique. Les travailleurs à Mayotte, ils sont confrontés à une pauvreté et à un sous-développement gigantesque. Vous avez sûrement entendu parler que le choléra se propage à l'heure actuelle et qu'il a déjà fait une victime officiellement. Alors une telle épidémie, typique des pays pauvres, liée à l'absence d'eau potable et de sanitaire, montre la misère dans laquelle sont plongés des dizaines de milliers d'habitants contraints de vivre dans les bidonvilles.
Parce que, comme l'a rappelé mon camarade, l'État français a voulu conserver Mayotte dans son giron au moment de l'indépendance de l'archipel, mais le sort des habitants était et reste le cadet de ses soucis. L'État, il a créé une frontière entre les autres îles de l'archipel et Mayotte, et il a transformé les habitants des autres îles qui tentent de venir à Mayotte en clandestins. Le peu de moyens qu'il investit va toujours dans la répression contre les étrangers. Ça coûte moins cher que de construire des écoles, et ça permet de creuser un fossé entre Français et étrangers. Il y a plus de police et de gendarmes à Mayotte que dans les Bouches-du-Rhône avec une ville comme Marseille. Mais il n'y a pas assez de lits d'hôpitaux, ni de places dans les écoles, et toutes les infrastructures sont saturées. Et à cette misère s'ajoute la répression contre les immigrés. Avec les rafles systématiques, on estime que plus de 10 000 enfants se retrouvent seuls, abandonnés, car leurs parents sont renvoyés du jour au lendemain aux Comores. Et près de 9 000 enfants ont, eux, aucun accès à l'école, car les mairies bloquent les demandes des habitants des bidonvilles. Près d'un enfant sur 10 est en état de malnutrition. Et là-bas, ce sont des lois spéciales qui s'appliquent aux étrangers. Celui qui obtient de haute lutte un titre de séjour ne peut pas circuler en dehors de Mayotte. Il doit demander une autorisation spéciale s'il veut se rendre à La Réunion ou en France, et il doit obligatoirement revenir sur l'île. Le droit du sol, que le gouvernement dit vouloir supprimer, est déjà en réalité très fortement limité. Avec les nouvelles règles depuis 2018, il est quasiment impossible pour un enfant né de parents étrangers d'obtenir la nationalité française à ses 18 ans. Alors des dizaines de milliers de jeunes, parce que plus de 50% de la population a moins de 18 ans, des dizaines de milliers de jeunes sont bloqués à Mayotte sans aucune perspective, ni emploi, ni études, ni possibilité de tenter sa chance ailleurs. L'État a fait de cette île une prison à ciel ouvert. Alors parmi tous ces désespérés, une petite fraction sombre dans la délinquance. Ils rejoignent des gangs dont les exactions rendent la vie impossible aux travailleurs. Ils coupent les routes pour racketter les automobilistes. Ils agressent pour un téléphone ou un peu de monnaie. Ils caillassent aussi les bus scolaires ou ceux de l'hôpital par rage envers les institutions d'un État qui s'acharne contre eux. Une fraction de la jeunesse sacrifiée s'en prend finalement aux travailleurs et à d'autres pauvres. Et c'est sur ce terreau que les collectifs se renforcent. Démagogues, ils font l'amalgame entre immigrants et délinquants. C'est évidemment faux, parce que parmi les voyous, il y a des Français comme des étrangers. Les collectifs, ils profitent aussi du sous-développement chronique de l'État. C'est facile de dire que l'île est submergée par l'immigration quand strictement rien n'est fait pour permettre aux habitants d'y vivre dignement. Pourtant, Mayotte, c'est à peu près la population de Nice. Alors il serait possible de construire des réseaux d'eau, des logements, des écoles pour tous. Mais ça sera jamais la politique d'un gouvernement qui n'agit que pour donner toujours plus de fric aux capitalistes. Pas plus à Mayotte qu'ailleurs, la construction de logements à bas loyer n'est le problème de l'État. Pareil pour l'eau. Quand l'État finance la construction d'un réseau d'eau, c'est pas pour satisfaire les besoins de la population. C'est pour donner un marché et donc toujours plus de fric à des trusts comme Vinci par exemple. Alors les travailleurs, excédés par tous les problèmes auxquels ils sont confrontés, peuvent être tentés de suivre les idées anti-immigrés. Ça se reflète notamment dans la forte progression du vote RN. Parce qu'à Mayotte comme ici, les travailleurs n'ont pas conscience d'appartenir à un même camp, et ce d'autant plus que personne ne milite dans ce sens-là. Au contraire, les idées xénophobes, elles sont relayées par la gauche, syndicats comme partis politiques. On a ainsi vu le secrétaire général de l'UDCGT Mayotte, Ouassi Bouanaedja, prendre la parole comme représentant des forces vives dans les médias locaux. Tout en dénonçant les inégalités salariales avec la métropole ou la responsabilité de l'État français dans la pauvreté, il a aussi dénoncé, je cite, « une immigration d'appropriation car l'État comorien revendique notre territoire ». Alors ce dirigeant syndical reprend à la fois l'amalgame entre immigrés et délinquants et l'idée que l'arrivée des immigrés serait manipulée par le gouvernement comorien d'Azali Assoumani. Il distille ainsi un poison xénophobe. En abandonnant la lutte des classes pour le nationalisme franco-mahorais, ce syndicaliste range les travailleurs français derrière leur bourgeoisie et abandonne plus de la moitié du monde du travail.
Voilà où mène le nationalisme contenu dans la politique de la CGT. À force de réfléchir en tant que citoyen français, à force de vouloir réindustrialiser la France, de mettre le drapeau bleu, blanc, rouge à toutes les sauces, cela conduit dans les situations de crise aiguë comme à Mayotte à s'opposer physiquement à d'autres travailleurs, à nos frères de classe. Et une autre responsable des forces vives est Yasmina Aouni, une ex-candidate aux législatives de 2022 pour la France insoumise. Dans une interview en avril dernier, elle affirme, je cite, à propos du campement de réfugiés de Cavani, « Regardons ce qui est devenu Cavani, ça se généralise comme un cancer qui se répand. » Elle parle de terroristes, en mettant dans la même phrase les immigrés et les gangs. Elle fait finalement le même raisonnement que son collègue de la Réunion, Ratenon, qui s'en prend aux Mahorais pauvres et les rend responsables de la violence. Alors les exploités qui seraient tentés de s'en prendre à d'autres pauvres sont prévenus. Cela se retourne toujours contre eux. Ces politiciens, ils alimentent la guerre entre travailleurs et ils conduisent tout notre camp dans une impasse en dédouanant les vrais responsables de la situation. Les capitalistes français et tout cet ordre qui sème le chaos et la misère. Car s'en prendre aux immigrés, c'est exonérer les exploiteurs. Qui est responsable de la vie chère? C'est d'abord la famille Ayotte, bien connue des Antillais, qui se partage tout le réseau de distribution avec Sodifram. Mais c'est aussi le groupe CMA-CGM, troisième transporteur maritime mondial, dont les containers remplissent le port de Longoni. Qui a provoqué la crise de l'eau à l'automne dernier? C'est le groupe multimilliardaire Vinci, qui a empoché les millions de l'État sans faire les travaux. Et les flics, qui sont si prompts à aller contrôler les pêcheurs sans permis ou les ouvriers sans papier sur les chantiers BTP, eh bien ils laissent par contre ce grand groupe bien tranquille. Et à l'automne prochain, l'île risque d'être à nouveau plongée dans la pénurie. Alors plutôt que de faire des barrages pour contrôler les autres travailleurs, le mot d'ordre des classes populaires devrait être « Contrôlons Vinci ». Allons voir où est passé l'argent. Et qui profite des bas salaires et s'enrichit sur le dos des travailleurs? Des grands patrons locaux comme Idanel, qui possède une bonne partie de la zone industrielle de Kaweni, ainsi que le port de Lille, mais aussi des grands groupes comme Colas dans les travaux publics, qui fait des chiffres faramineux. Les patrons, ils profitent de la répression contre les étrangers pour imposer des conditions toujours plus dures. Journées à rallonge, heures supplémentaires non payées, salaires très bas. Comme partout, ils mettent en concurrence ceux qui ont des papiers et ceux qui n'en ont pas pour empirer les conditions de tous. C'est le chantage. Si tu n'es pas content, un Comorien le fera à ta place. Face à cette dictature des patrons, la seule issue, c'est l'union de tous les travailleurs. Car sans les travailleurs, pas une maison, pas une route, pas une marchandise dans les rayons. Comme partout, ce sont les travailleurs les indispensables. Ce qu'il manque, c'est cette conscience d'être une force. Parce qu'organisés et unis, nous pourrions faire changer la peur de Caen, à Mayotte, comme ici. Ce ne sont pas les voisins, comoriens ou somaliens, qui exploitent les ouvriers pour des salaires de misère. Eux, ils fuient d'ailleurs la guerre et la misère provoquées dans leur pays par ce même système capitaliste, avide de profit. C'est la France qui est responsable de la guerre qui ensanglante la RDC et qui est le sous-produit du génocide au Rwanda. Et les plus grands trusts de la planète, ce sont eux aussi qui s'enrichissent sur les minerais extraits dans cette région. Alors Français ou Congolais, tous ont les mêmes ennemis. Mais divisés, nous n'arriverons à rien. Aucun barbelé, aucune frégate n'empêchera des pauvres de tenter de sauver leur peau en changeant de pays. D'ailleurs, combien de Mahorais viennent à Marseille ou à Paris à la recherche d'une vie meilleure? Combien de Français tentent leur chance au Canada ou ailleurs? Les frontières ne s'en prennent qu'aux nôtres, et la seule perspective, c'est de les abolir. Alors les travailleurs qui font tout fonctionner sont capables d'en finir avec les frontières et plus largement avec ce système capitaliste qui plonge le monde dans le chaos. À condition de commencer par démasquer les dirigeants de tous bords qui nous divisent pour mieux faire régner l'ordre capitaliste. Là-bas,
Les idées du RN, elles sont déjà mises en œuvre par l'État. De fait, les HLM, ils sont déjà réservés aux Français. Les expulsions de travailleurs immigrés sont légion et les blindés sont déjà aux portes des quartiers pauvres. Alors pour tous les travailleurs qui seraient tentés par cette politique, ils peuvent voir à Mayotte quelles en seraient les conséquences. La pauvreté grandit, la violence s'aggrave et les patrons s'enrichissent toujours plus. Voilà à quoi conduit la division entre exploités, à un enfer pour les travailleurs et à un paradis pour la bourgeoisie. Et ici comme là-bas, cette division est entretenue par la gauche. C'est elle qui fait un marchepied au RN. Là-bas, en réclamant des droits en tant que Français. Ici, en faisant croire aux ouvriers qu'ils pourraient garder leur emploi grâce aux frontières par le protectionnisme. C'est faux, car les capitalistes font ce qu'ils veulent avec leurs capitaux et leurs usines. Mais en plus, avec ces idées, les Ruffin et compagnie poussent les ouvriers français à voir dans les ouvriers chinois ou ukrainiens des concurrents. Alors pour le moment, ces idées ne s'expriment que dans les urnes, mais quand la crise s'aggravera, ces mêmes idées pousseront des travailleurs à passer aux actes, à s'en prendre à leurs voisins, désignés comme les ennemis. Et tous les politiciens, les Le Pen, les Youssoufa, les Aouni, eux, ils se mettront bien à l'abri si un jour ces tensions dégénèrent en guerre entre exploités. Pour leur carrière, ces démagogues, ils sont prêts à jeter de l'huile sur le feu, car ce n'est pas eux qui en payent le prix. Ce sont toujours les travailleurs qui sont en première ligne. C'est ce que nous montre la situation à Mayotte, et c'est un avertissement pour nous tous. Alors si les travailleurs ne veulent pas terminer en bourreaux de leurs voisins ou même d'une partie de leur famille, il faudra s'unir contre ce système qui nous plonge dans cette barbarie. Pour ça, il faudra des travailleurs conscients que la seule frontière qui compte, c'est celle entre les exploités et les exploiteurs. Alors ceux qui veulent la parole, on va prendre une série de questions et d'interventions, puis les camarades répondront. Alors il faut s'approcher en fait, parce que le fil n'est pas suffisamment long. Bonjour à tous, à tout le monde. Donc on a suivi le débat avec grand plaisir, parce que c'est ce qui se passe à Mayotte. On peut dire que certaines de ces choses se passent même ici en France. Donc je suis avec des camarades comme sans-papiers qui sont ici, qui travaillent, qui cotisent légalement, mais qui sont surexploités. Donc il y a d'autres qui sont en lutte, même nous tous. Donc si vous avez bien entendu la lutte Chronopost DPD, donc ça fait bientôt plus de 3 ans que ces camarades-là sont en lutte. Donc c'est le même système qui continue, même sur les manifestations d'ici à Wamboussou 1, on a participé. Donc c'est juste, c'est un phénomène qui, surtout ici en France, c'est pas l'extrême droite qui est en train de monter. Si vous dites Marine Le Pen, on sait que là, ça devient de plus en plus quand même, c'est inquiétant. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est la lutte de tout le monde, surtout tous les travailleurs unis, on peut vaincre. Donc c'était juste ce que je voulais un petit peu participer. Merci. Donc, je vais me présenter parce que je rentre de Mayotte. J'étais à Mayotte il y a 2 jours. Je suis allé pendant 15 jours à la demande du directeur général de l'Agence régionale de santé. Pourquoi? Parce qu'il y a une épidémie de choléra à Mayotte. Il y a très peu de spécialistes de choléra. J'ai beaucoup travaillé dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai travaillé en Haïti, j'ai fait l'investigation de l'épidémie. J'ai expliqué que ça avait été amené par les casques bleus, dû à des déficiences dans la manière de faire. Donc mon nom c'est Renaud Piarou, je suis professeur à Sorbonne Université, j'ai des services à la PHP. Je voulais dire que je suis totalement d'accord, ce que vous avez dit est exact, sur le climat qui règne à Mayotte. C'est vraiment, ce climat qui règne à Mayotte est vraiment très délétère. J'ai croisé Estelle Youssoufa, j'ai discuté avec le préfet, j'ai discuté avec le maire de Mamoudzou, et je vois très bien comment
comment les choses sont en train de tourner et effectivement comment on met en opposition la population comorienne, la population mahoraise et les Africains qui sont à Kabani, qui sont encore des rejetés parmi les rejetés, encore plus que les Comoriens. J'ai obtenu de la préfecture que quelque chose soit fait au niveau de l'accès à l'eau dans les bidonvilles, et en particulier ceux où il commence à y avoir une transmission du choléra, mais j'ai demandé à ce que ce soit fait pour l'ensemble du territoire, l'ensemble des bidonvilles du territoire, simplement en expliquant que le choléra allait gêner, allait faire du tort à tout le monde et pas uniquement aux immigrés. C'est le seul argument que je pouvais avoir pour avoir un accord, parce qu'il y a 15 jours encore, enfin, ce que j'ai découvert est quelque chose d'assez extraordinaire. En France, des quartiers de 5 000, 10 000 personnes sans accès à l'eau potable. C'est parfaitement illégal, c'est parfaitement... la France a signé des traités aux Nations Unies sur ce point-là, y compris pour des petits bidonvilles sur le territoire métropolitain. C'est dire que pour des endroits où il y a 5 000 habitants, c'est quelque chose de totalement inacceptable. Donc c'est juste ce témoignage que je voulais apporter, que même d'un point de vue scientifique, d'un point de vue médical, il y a quelque chose de complètement absurde à mener cette politique. Et pour ce qui me concerne, c'est ce que j'ai mis en avant, et j'espère qu'on aura raison du choléra et qu'au travers de ça, on montrera qu'il y a une limite à la bêtise humaine et que cette bêtise-là, c'est celle de penser qu'on peut agir sur l'immigration en faisant souffrir les personnes qui sont sur notre territoire. C'est juste quelque chose qui ne peut pas marcher. Les gens ne vont pas repartir parce qu'il n'y a pas un robinet. Par contre, ils vont tomber malades et les épidémies, après, ne feront plus le choix sur la population. Donc l'intérêt de tous, c'est de donner des conditions de vie décentes à l'ensemble de la population. Et la France sera le premier pays européen à avoir eu une épidémie de choléra au XXe siècle. Enfin, disons depuis, il y en a eu dans les années 70 au Portugal et en Espagne, mais c'était un contexte différent. Mais il y a quand même quelque chose de tout à fait nouveau et tout à fait scandaleux dans ce qu'on peut voir. Je vais répondre à la première question, là. Premier témoignage du camarade. Oui, à Mayotte, ce qui est absurde, comme tu l'as souligné, c'est que l'État français a réussi à monter un peuple frère, les uns contre les autres. Les Comoriens, avant le visa Balladur, ce qu'on appelle le visa Balladur, ils pouvaient circuler assez facilement les différentes îles des Comores jusqu'à Mayotte. Depuis ce visa-là, du jour au lendemain, on les a transformés en étrangers. Et c'est ça, vraiment, qu'on dit la responsabilité de l'État français dans cette affaire-là. Et oui, tu as raison. La solution, ce serait que les travailleurs ils puissent s'unir, hein, qu'ils soient comoriens, qu'ils soient africains, qu'ils soient maoris, qu'ils soient rébellés, etc. Mais le problème, c'est que non seulement l'État fait tout pour diviser les travailleurs entre eux, mais aussi les élus locaux, qui soient à Mayotte, la copine me l'a dit, qui soient à La Réunion, tous, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent. Ils soufflent sur la braise, ils jettent de l'huile sur le feu, y compris ceux qui se disent de gauche. Et c'est ça vraiment ce qui est scandaleux dans cette affaire. Oui, à propos de ton témoignage là, sur l'épidémie de choléra, c'est effectivement révoltant ce qui se passe là-bas. Quand tu vois que d'une part, toutes les autorités mentent quand même, en disant que des mesures sont prises, qu'il y a des populations vaccinées, mais en réalité la deuxième dose n'est pas encore distribuée, qui disent qu'il faut pas s'inquiéter, que tout est sous contrôle, juste pas. Ils affirment à plusieurs reprises que tout est sous contrôle, alors qu'en réalité l'épidémie se répand, que l'épidémie va continuer à se répandre parce qu'elle est liée à la misère et en réalité à cette absence d'accès à l'eau. Et c'est d'autant plus révoltant
que les contrôles des flics n'ont pas arrêté. C'est-à-dire que pour aller trouver des personnes sans papier, ils se mettent aux points d'eau qui sont en bas des bidonvilles. Donc vous imaginez bien que les personnes qui ont déjà qu'un seul point d'eau pour avoir de l'eau qui est même pas potable, parce que voilà, la qualité de l'eau est ce qu'elle est, en fait, c'est choisir entre risquer de se faire prendre par la PAF ou pouvoir remplir son bidon d'eau. Et on voit bien que la préoccupation de l'État, c'est absolument pas la santé. Mais de la même manière, et de manière, on va dire, plus prégnante et plus affirmée que ce qu'on vit ici aussi. L'État, il se préoccupe pas de savoir si les travailleurs, on est en bonne santé. L'État, il est au service des capitalistes, il est là pour faire régner leur ordre, et même si cela contribue à répandre une épidémie qui va faire encore plus de victimes, eh ben, il le fait. Et moi, je pense que derrière ça, c'est pas juste la bêtise humaine que tu dénonçais, c'est cet ordre capitaliste. Parce que l'État, il ne fera jamais rien d'autre. L'État, il mettra jamais les moyens pour qu'on puisse vivre dignement. En réalité, il faudra que ça soit l'État ouvrier, il faudra que ça soit les travailleurs au pouvoir pour que enfin il n'y ait plus ces épidémies d'un autre âge, qu'il n'y ait plus des gamins en train de crever dans des tôles parce qu'il va faire 45 degrés et qu'il n'y ait plus des gens, des millions de personnes qui crèvent dans des guerres à quelques encablures de là en Afrique de l'Est. Mais ça, les travailleurs, ils en sont capables. Ouais, court du coup. C'est une précision pour que vous ne soyez pas pris à dire des choses qui posent problème. La plupart des personnes qui ont été vaccinées avec un vaccin qui se donne en une dose, c'est le Vaxchora. Pour ce qui est des autres, c'est ceux qui étaient au contact des patients. J'ai demandé et obtenu qu'ils donnent une deuxième dose. Voilà. Okay. D'autres interventions, questions? Faut pas être abattu, hein. Ça doit enrager pour changer. Oui. Approche-toi. Dans le topo, là, tu as parlé, donc, y compris certaines personnes, même des travailleurs qui se trouvent sur les barrages des forces vives, là. Mais justement, et tu as parlé aussi du gars de la CGT qui a repris en partie ça et qui participe à cela. Mais est-ce que dans la CGT ou dans d'autres travailleurs, il y en a qui défendent une autre perspective là-bas directement, en dehors de nos camarades qui sont à La Réunion, quoi? Est-ce que ça existe, ou est-ce qu'au moins, pas forcément organisé, mais au moins est-ce que des gens en parlent entre eux, c'est un truc qui les choque que ce soit absent? Enfin, j'en sais que ce soit organisé, ça montre un état un peu avancé des choses, mais est-ce qu'au moins c'est quelque chose qui les gens en discutent un peu en disant c'est quand même dingue ce qui se passe, ou pas du tout? Est-ce que c'est vraiment la norme de se faire la guerre entre eux actuellement ou pas, quoi? Oui, enfin, le problème c'est qu'à La Réunion, comme à Mayotte, un peu comme partout, les gens quand ils se fréquentent, il n'y a pas de problème dans la population elle-même, que ce soit entre les Mahorais ou les Réunionnais, etc., dans la population. Mais c'est vrai que le fait de cantonner une certaine population dans des quartiers pauvres, privés de moyens, ça crée de la tension et de la violence. Et en plus, au lieu de trouver des solutions, les politiques là-dessus, ils essayent de profiter de la situation, d'être démagogues et non pas d'offrir réellement des perspectives de lutte pour pouvoir trouver des solutions. C'est ça le problème. Mais quand nous, on discute avec les travailleurs mahorais, comoriens, moi, franchement, moi, je suis joyeux de discuter avec eux parce que je retrouve les mêmes espérances, les mêmes espoirs que n'importe quel père de famille ou mère de famille qui sont réunionnais ou japonais ou autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui donne envie, justement, de dire qu'il faut lutter contre ça, qu'il faut lutter contre le fait de baisser les bras face au racisme, à cette ambiance où on nous fait croire que c'est pas possible de s'entendre, etc. C'est pas vrai. Hein, c'est d'ailleurs dans une des réunions, je disais aux camarades qui avaient des gens joignés, des Comoriens, des Mahorais, etc. De toute façon, si les pauvres se battent entre eux, ils n'ont pas d'avenir. Et les gens, ils se battaient pas entre eux, ils étaient une trentaine en réunion et il n'y avait pas de problème. Donc, je veux dire, toute cette situation-là, elle est entretenue, elle est créée par
une situation compliquée pour peut-être une partie de la population, mais la solution, ben, tout le monde sait que c'est pas quand même d'écraser cette population, mais d'offrir à tous un logement correct, un emploi correct, un salaire correct. Et ça, pour ça, il faudra de la lutte. Hein, c'est vrai que pour faire cette lutte est gagnée, il faudrait être tous ensemble et non pas diviser. Rajouter un petit peu pour aller dans le même sens, c'est que il ne faut pas croire que non plus à Mayotte, il y a toute une population qui est contre les Comoriens. Non, il y a des gens qui se posent des questions. Il y a des travailleurs qui étaient gênés par les barrages, qui voulaient aller travailler, mais qui ne pouvaient pas le faire. Il y a des gens qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une population quand même qui est mélangée. Il y a des Mahorais qui sont d'origine anjouanaise ou grande comorienne, etc. Donc ces gens-là, ils voient que ils sont un peu perdus quelque part. Il y a des jeunes, des étudiants notamment, qui disent bah, oui, mais nous, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait plus trop quoi penser. Il y a certains collectifs, les Youssoufas, qui disent ça. Il y a d'autres qui disent un peu le contraire, etc. Donc il y a quand même des gens qui se posent des questions. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de travailleurs, il n'y a pas un courant qui se réclame, qui se situe sur un terrain de lutte de classe, un courant qui se réclame du communisme, de l'internationalisme, qui cherche à unifier les travailleurs, qui cherche à unifier les peuples. Au contraire, en face, vous avez des gens qui font tout pour diviser les travailleurs. Et ce qu'on dit, et ça, la division, c'est un poison mortel pour les travailleurs. Merci beaucoup pour votre exposé. Alors j'ai deux, trois petites demandes d'information et de précision. Alors la COI, j'ai pas très bien compris ce que c'était. C'est Madagascar, Maurice et la France, ou c'est encore d'autres pays aussi? C'est une question que je me posais. Et également, je me posais la question, pour aller en métropole justement, combien ça coûte pour un Réunionnais ou un Mahorais pour venir en métropole? Parce que c'est vrai qu'on se dit prisonniers dans ces îles où ils sont condamnés à la précarité par le capitalisme. Peut-être que certaines personnes auraient envie de s'installer en métropole. Combien ça coûte ce voyage? Voilà. Merci. Une dernière. Bouge-toi. Je voulais savoir, tu disais il y a que la politique nationaliste qui est défendue là-bas. Et quand on va dans la rue, expliquer que l'ennemi, c'est pas les travailleurs qui viennent d'ailleurs, mais bien ce système et ceux qui en profitent, quel accueil on a? Bon, sur la COI, vite fait, bon, il y a cette commission de l'océan Indien qui regroupe effectivement la France, mais c'est surtout les représentants de la Réunion qui siègent, Madagascar, Maurice, mais aussi les Comores et les Seychelles. Donc c'est, comme son nom l'indique, comme les différentes commissions, etc. C'est des machins qui n'ont pas réellement de pouvoir, mais malgré tout, ce qui se discute, c'est quand même les intérêts des capitalistes. Les gens qui y vont, mais c'est pour voir comment faciliter les échanges, etc. Du point de vue des capitalistes, et pas du point de vue, bien entendu, on ne discute pas là-dedans les problèmes des travailleurs, la situation des plus pauvres de ces pays-là, etc. Alors, sur la question pour venir ici, bon, il y a effectivement la question du prix. Les billets d'avion, ça varie énormément. Il y a une compagnie qui a quasiment le monopole, ça peut monter jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Et après, il y a toute la question que j'avais évoquée des problèmes de papier qui font qu'en réalité, il y a des dizaines de milliers de jeunes où c'est pas juste l'argent, c'est juste qu'ils peuvent pas, quoi, et qui sont enfermés là-bas. Après, sur la question de l'accueil qui était posée, moi je trouve que en réalité, les travailleurs du monde entier, sur une base de travailleurs, sur une base de classe, quand on commence à affirmer que nos problèmes, ils viennent des gros, ils viennent de ceux qui font des millions ou des milliards sur notre dos, et ça, il y en a des exemples partout. À Mayotte, il y a les quelques groupes que j'ai cités, et forcément, les gens les connaissent. Parce que, voilà, alors Vinci, son nom est pas marqué, mais la Mahoresse des Eaux, c'est connu, et dénoncer ça, bah, ça parle.
voir aussi la situation des fois des collègues de boulot, parce que dans une même entreprise, ça peut arriver, et comme ici finalement, hein, d'avoir le collègue intérim, le collègue clandestin qui va gagner un tiers du salaire, et les travailleurs de se rendre compte que ça ira pas mieux pour nous en se divisant entre collègues, mais ça ira, voilà, la seule perspective, ça sera de s'en prendre à ceux qui nous plongent dans ces conditions-là. Ces idées, elles parlent dans tous les pays du monde et à Mayotte comme ailleurs. Par contre, moi, ce que je vois aussi, c'est le lien avec ici, parce que ici, toutes ces divisions, ce poison qui nous saute aux yeux là-bas, en se disant, punaise, c'est des barrages qui se mettent à contrôler d'autres travailleurs, c'est la guerre entre pauvres, c'est s'en prendre entre exploités. C'est ce qui peut nous attendre ici si on tombe dans le piège de tous les discours nationalistes qui sont relayés par les politiciens de gauche comme de droite. Quand on nous dit le problème, c'est les agriculteurs ukrainiens qui sont payés 200 €. Le problème, c'est les délocalisations à l'autre bout de l'Europe ou en Chine. En réalité, ces politiciens-là, ils nous pousseront quand la situation elle deviendra plus dure, quand il y aura encore moins de logements que ce qu'il y a actuellement, quand on pourra encore moins faire ses courses que ce qu'il y a actuellement, à se taper dessus entre nous. Et si on veut pas de ça, si on veut pas être des éternelles victimes, si on veut pas toujours être sacrifiés, faut qu'on arrive à en discuter comme ça autour de nous. Alors c'est comme ça autour de nous ici, comme ça autour de nous à Mayotte, comme ça autour de nous à La Réunion, mais un peu en se disant mais il n'y a pas de raison. On fait tout fonctionner. Sans nous, il n'y a rien. Sans nous, ils n'ont pas 1 euro. Sans nous, il n'y a pas une maison. Il n'y a pas 1 volt d'électricité qui circule. Pourquoi est-ce qu'on baisse la tête? Et que la société qu'on pourra construire, c'est une société où on pourra vivre dignement. À Mayotte, à La Réunion, en France, partout. Et cette idée-là de sortir enfin de ce marasme, de sortir enfin de tout ce qui nous pèse, moi je pense que ça peut parler très largement, et on en a des exemples tous les jours quand on arrive à aller discuter autour de nous. Il peut y avoir il y a question et réponse. Oui, juste une dernière petite remarque à Mayotte, c'est quand même, quand on parle d'immigrés à la télé, quand on regarde comme ça, c'est 10 000, 20 000, etc. Mais Mayotte a été une terre d'accueil qui, c'était des années, c'est je sais plus, c'est 100 000 ou 200 000 personnes sur les 20 dernières années qui sont venues, qui ont été accueillies fraternellement. Il faut bien comprendre que c'est des cousins, c'est de la famille. Il y a la grand-mère qui habite de l'autre côté, etc. Et pendant des années, c'était comme ça. Les gens y circulaient, il y avait pas plus il y avait des problèmes de pauvreté, etc. Mais c'était pas à ce point-là. Et on a l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression qu'une minorité très active, très réactionnaire, avec des grandes gueules, ils écrasent tous ceux qui ont accueilli aussi des gens fraternellement. Parce que ces centaines de milliers de personnes, sur un tout petit territoire comme Mayotte, ils doivent être bien à l'abri chez de la famille. Et, voilà. Écoute, rapide, courte question, et les copains concluront. Alors, j'aimerais juste répondre à ce monsieur qui a dit que Mayotte était une terre d'accueil. J'aimerais simplement lui dire que, alors mon oncle à moi, qui est algérien, qui est d'origine algérienne, est descendant d'une communauté qui a été déportée en 1830 à Mayotte. Et je voulais aussi dire que si Mayotte a sans doute été une terre d'accueil pour beaucoup de gens, c'est aussi une colonie pénitentiaire pour beaucoup d'autres personnes, comme la Guyane, comme la Nouvelle-Calédonie, et qu'il y a énormément de personnes là-bas, justement, qui finalement font de leur propre culture là-bas, qui sont apatrides à la fois de leur pays d'origine, de la France quelque part, et qui finalement sont pas réellement maorais. C'est pour ça que Et justement, tu vois, pour te répondre, nous on pense que les travailleurs, notre seule patrie, c'est l'humanité, qu'on est tous réunis en dessous d'un même drapeau, qui est le drapeau rouge, et qu'on peut avoir cette fierté-là, d'être ceux qui pourront amener l'humanité, tu vois, à un autre monde où ça sera plus l'exploitation de l'homme par l'homme. Pour continuer dans le même sens, nous, dans toute cette montée, cette ambiance réactionnaire, nationaliste, etc., nous, en créole, on dit « Nous, tiens bon, nous lâche pas ». Ça veut dire nous, on continue
à maintenir, à brandir le drapeau de l'internationalisme. On se situe sur le terrain de la lutte de classe et non sur le terrain de la collaboration de classe. On est toujours dans le camp des travailleurs.